Dans le théâtre de conflit qui est la ligne de front Ukraine-Russie, nous sommes le 6 février 2025 et le paysage reste aussi volatile que jamais. Avec les tensions persistantes entre les forces russes et ukrainiennes, le projecteur d'aujourd'hui se tourne vers la section sud de Donetsk, où des activités récentes signalent un changement dans la dynamique de cette lutte prolongée. Les Russes, après avoir sécurisé le contrôle de colonies comme Vonik-Vilka, deviennent de plus en plus assertifs. Leurs mouvements ne sont pas seulement tactiques, mais aussi symboliques, une représentation du flux et du reflux tendu des revendications territoriales. Au cours des dernières 24 heures seulement, les troupes russes ont fait des avancées significatives au sud de Novasilka, sécurisant des terrains ouverts et même des zones boisées au nord de Rivnopil. La stratégie implique d'ajuster les lignes de front, de pousser des zones grises vers celles peintes en rouge par le conflit. Ce n'est pas juste une escarmouche. C'est une avancée calculée qui redessine le champ de bataille et ajoute une couche supplémentaire au puzzle géopolitique complexe. De l'autre côté de Mokry, les Russes ont atteint un jalon reconnu même par le camp ukrainien, avançant sur des sections de route à l'ouest de Rosdoln. La 40e brigade d'infanterie navale russe a joué un rôle clé dans ces avancées, capturant des systèmes de positionnement stratégiques et sécurisant des tracts forestiers au sud-ouest de Rosdoln. Leur progression, s'étendant jusqu'à 1,2 km en direction ouest, témoigne de leur intention de maintenir et d'élargir leur influence. Il ne s'agit pas seulement de gagner du terrain, il s'agit de démontrer une prouesse militaire et une prévoyance stratégique. Les ajustements des lignes de front reflètent un passage de l'incertitude grise aux zones rouges de contrôle contestées, un témoignage de la nature implacable de ce conflit. Alors que la poussière retombe à VKA-Novasilka, les attentes sont que l'armée russe continuera ses manœuvres offensives des deux côtés de la rivière Mokry. Leur cible ultime reste la rivière Worcher, une caractéristique géographique clé marquant la frontière administrative entre Donetsk et Dnipropetrovsk. Pendant ce temps, à Suchalus, les troupes russes ont traversé stratégiquement un petit canyon, renforçant leur position même sous le bombardement ukrainien, élargissant encore leur zone de contrôle. Même face à la résistance ukrainienne, les Russes ont réussi à ajuster leur front, avançant avec les efforts de la 114e brigade près d'Andriivka. L'expansion de la brigade dans les premières tranchées, combinée à l'acquisition stratégique de parcelles forestières, marque une avancée significative. Malgré le bombardement ukrainien constant, les troupes russes persistent, tenant leur position dans les zones grises, un témoignage de leur détermination. La lutte pour Andriivka continue, avec des soldats russes maintenant près des ruines nord-est du village, et leur présence dans des villages comme Oudaten témoigne d'une poursuite implacable des points stratégiques. Dans l'arrière-plan de ces manœuvres militaires, les forces ukrainiennes restent vigilantes, avec des blogueurs militaires soulignant l'arrivée de renforts russes frais, suggérant une augmentation imminente de la pression sur les positions ukrainiennes. Le village de Baranevka, au sud-est de la route T054, a vu les forces russes sécurisées jusqu'à 800 mètres d'avancée vers le nord, établissant un contrôle et ajustant les profils de front des zones grises au rouge. Parallèlement à ces développements, les unités russes visent à capturer des colonies comme Seleneple d'Arivka et Vodan, tout en tentant également sur Isavka. Alors que les tensions continuent d'escalader, les spectateurs sont invités à rester informés des développements en s'abonnant aux mises à jour et en soutenant la chaîne. Ces actions apparemment petites aident à alimenter le travail en cours pour apporter des rapports quotidiens des lignes de front. Les événements en cours nous rappellent la complexité et la gravité de la situation, nous laissant réfléchir aux implications plus larges de ces mouvements militaires dans un conflit qui ne montre aucun signe d'apaisement. Alors que nous continuons à naviguer dans la toile complexe du conflit Ukraine-Russie, l'attention se tourne vers le pont russe à la rivière Moskil, au nord de Kupiansk. Les forces ukrainiennes y font face à des défis importants, luttant pour arrêter l'avance russe et contenir l'expansion du pont. Les discussions antérieures sur l'élimination de ce point stratégique semblent désormais lointaines, alors que les forces russes, en particulier la 6e armée, progressent. Ces derniers jours, elles ont réussi à traverser à nouveau la rivière Denoskil, au nord de Doritna, marquant un mouvement stratégique clé qui a redessiné le paysage local. Le petit village de Norvermulinsk, point focal de bataille précédente, est redevenu un site de contentieux. Les troupes russes, ayant initialement traversé la rivière, ont été confrontées à la résistance de la 10e Gebirgssturmbrigade ukrainienne
et de la 3e brigade de chars, qui les ont temporairement repoussés. Cependant, des rapports confirment maintenant une présence russe renouvelée, avec la 25e brigade de l'armée débarquant sur la rive ouest et rétablissant le contrôle dans les ruines de Nomlinsk. Ce village, emblématique du conflit plus large, tombe à nouveau sous l'ombre des ambitions de la 6e armée russe d'élargir leur emprise. Des images de drones de la brigade ukrainienne 112 corroborent la présence de soldats russes au nord-ouest de Nomlinsk, dans un paysage vallonné qui offre à la fois des points de vue stratégiques et des défis redoutables. La zone de contrôle russe, élargie par rapport aux jours précédents, signifie une transition de l'incertitude grise aux zones rouges de contrôle établies. L'intention derrière ces manœuvres est claire: solidifier et étendre le pont, préparant le terrain pour de futures avancées. Alors que ces opérations terrestres se déroulent, la campagne aérienne rappelle la nature multifacette du conflit. Les récentes frappes aériennes des forces armées russes se sont intensifiées, avec la Luftwaffe stratégique russe lançant un nombre important de missiles et de drones vers des cibles ukrainiennes. Au total, l'Ukraine a fait face à un assaut de 165 missiles différents pendant la nuit, marquant une escalade significative. La stratégie d'attaque impliquait 123 drones, en particulier du type Shahid 136, pénétrant l'espace aérien ukrainien de toutes les directions. Le système de défense aérienne ukrainien a réussi à abattre 56 drones, mais le sort des 61 restants reste incertain. Cet assaut aérien implacable sert de rappel brutal des enjeux élevés et de la nature incessante du conflit. Les missiles, lancés depuis des régions comme Voronezh et la péninsule de Crimée, comprenaient 7 missiles balistiques Iskander-M révolutionnaires et des roquettes H-59 guidées par air supplémentaire. Ces frappes ont été complétées par des lancements depuis la mer Caspienne et la mer Noire, avec l'armée de l'air stratégique russe utilisant des bombardiers Tupolev, déployant une gamme de types de missiles, y compris les H-22 et H-101. L'état-major général ukrainien est resté discret sur le nombre exact de missiles interceptés, laissant le public spéculer sur l'impact réel de ces frappes. Dans le sillage de ces attaques, des villes ukrainiennes comme Pavlograd dans la région de Dnipropetrovsk ont subi des coupures de courant, probablement en raison de frappes ciblées sur les infrastructures énergétiques. Les villes de Kharkiv et ses environs, y compris Chouhouiv et Balaklia, ont également subi le poids de ces opérations, avec des explosions entraînant des blessures et de nouvelles perturbations de la vie quotidienne. La ville centrale de Balava a connu un tragique impact sur un immeuble résidentiel par un missile H-22, entraînant des pertes humaines et soulignant le coût humain de ces tactiques militaires. Alors que la poussière retombe, des rapports continuent d'émerger sur d'autres impacts sur l'infrastructure énergétique dans des régions comme Poltava, avec des coupures de courant et des attaques sur des complexes militaro-industriels, soulignant encore la nature étendue de ce conflit. Poursuivant notre exploration du front ukrainien, la ville de Zaporizhia a récemment résisté à l'une des attaques les plus sévères de mémoire récente. Près de 20 drones, accompagnés de plusieurs missiles, ont dévasté des parties de la ville, touchant à la fois des zones résidentielles et industrielles. Les conséquences sont un rappel sinistre de l'impact dévastateur de la guerre sur les civils, alors que les infrastructures et les habitations portent les cicatrices du conflit. De même, à Kiev, Mélitopol et dans la région de Sumy, des explosions ont été signalées, bien que les détails spécifiques restent rares. Ces incidents reflètent la volatilité continue et l'incertitude qui définissent l'état actuel des choses. La ville d'Odessa, un joyau culturel et historique, n'a pas non plus été épargnée. Les récentes frappes impliquant des missiles balistiques Iskander ont ciblé le cœur de la ville, impactant le centre historique reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'hôtel Bristol, un symbole de la grandeur architecturale d'Odessa, a été endommagé dans l'attaque. Des sources russes ont spéculé sur la présence de spécialistes militaires étrangers et de diplomates dans l'hôtel, bien que ces affirmations restent non vérifiées. Au milieu de ces rapports, des sources ukrainiennes ont confirmé des blessures, mais ont retenu des détails supplémentaires, soulignant la nature complexe et souvent opaque de l'information en temps de guerre. Au-delà du champ de bataille, les efforts diplomatiques offrent une lueur d'espoir au milieu du chaos. Le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé des discussions en cours avec la Fédération de Russie visant à mettre fin au conflit. Bien que les détails restent insaisissables, Trump a indiqué que des pourparlers sont en cours,
avec des plans pour une rencontre avec la direction russe à l'horizon. Son envoyé, KT, McFarlane, a exprimé son optimisme quant à la possibilité d'une résolution dans les mois plutôt que les années, suggérant un éventuel changement dans l'approche internationale de cette crise persistante. Alors que nous digérons ces développements, la question demeure: qu'est-ce qu'il faudra pour apporter une paix durable à une région si profondément enracinée dans le conflit? La réponse pourrait résider dans le délicat équilibre entre stratégie militaire, négociations diplomatiques et l'esprit inflexible de ceux affectés par la guerre. Alors que nous continuons de suivre la situation, nous vous invitons à rester informés en vous abonnant à notre chaîne pour les dernières mises à jour. Votre soutien non seulement aide nos efforts pour fournir des rapports précis, mais honore également la résilience de ceux qui vivent ces temps difficiles. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage et jusqu'à la prochaine fois, nous vous souhaitons une soirée paisible.